Ce conflit ne se terminera pas demain ni après-demain. Et ce conflit ne sera pas la fin du sujet de sécurité que la Russie pose aux Européens plus largement. Et du Caucase à nos amis baltes, ce risque demeurera. Emmanuel Macron était à Cesson-Sévigné, en banlieue de Rennes, ce lundi 20 janvier pour présenter ses traditionnels vœux à l'armée. Au programme, remercier les troupes pour le travail effectué, notamment récemment à Mayotte, au Liban, et leur mobilisation dans le cadre de la guerre en Ukraine. Le discours évoque le réarmement de la France, l'augmentation du budget des armées et la volonté de mobiliser plus de jeunes volontaires en renfort en cas de besoin. Et le choix du lieu non plus n'est pas neutre. Le quartier militaire héberge notamment l'école des transmissions et le commandement de l'appui terrestre numérique et cyber. C'est une manière de mettre en avant le savoir-faire breton et surtout rennais en matière de cybersécurité. Une venue sous haute surveillance, plus de 300 policiers et gendarmes ont été déployés entre l'aéroport et le site de Cesson-Sévigné. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne. Cap sur les États-Unis à présent, où Donald Trump a été investi président pour la deuxième fois. Il promet un protectionnisme important en augmentant les taxes sur les produits étrangers. Alors verra-t-on des conséquences sur l'économie bretonne ? Notre journaliste Valérie Kudainak-Rioux s'est penchée sur la question, on l'écoute. Il y aura des conséquences dans la mesure où il faut savoir la Bretagne a réalisé pour 700 millions d'euros d'export vers les États-Unis l'an dernier. On peut dire les entreprises bretonnes type conserverie, biscuiterie, qui produisent en Bretagne, qui exportent là-bas. Et elles, ce qu'elles craignent évidemment, c'est que comme il va falloir répercuter ces taxes sur leur produit final, elles craignent que leur terrine de poisson ou leur pâté deviennent excessivement chers pour le client américain et que donc les ventes s'effondrent. La seconde catégorie d'entreprises, c'est celles qui sont déjà plus matures, qui ont un pied aux États-Unis, qui ont implanté une filiale aux États-Unis ou en Amérique du Nord et qui donc vont pouvoir échapper aux taxes en produisant sur place. Et pour elles ont tout à y gagner, disent-elles, parce que l'inflation va être tellement forte aux États-Unis que ça les rend aussi plus compétitifs par rapport à des concurrents d'autres pays. Et à cette cérémonie d'ouverture, cette cérémonie d'investiture, on a pu retrouver Elon Musk, le propriétaire de Tesla, puisqu'il sera nommé ministre dans le futur gouvernement de Donald Trump. Le milliardaire était au cœur des polémiques ce lundi à propos de son réseau social Twitter, désormais X. Plusieurs associations, personnalités politiques et collectivités ont fait le choix de quitter le réseau social ce lundi en dénonçant le manque de modération des fausses informations sur la plateforme. En Bretagne, la région, le département d'Ille-et-Vilaine et des Côtes-d'Armor ont déjà annoncé leur départ. Et ce dimanche, le cessez-le-feu est entré en vigueur à Gaza après plus d'1 an de conflit. Un accord suivi de près à Rostrenain et pour cause, la ville bretonne est jumelée avec le camp de réfugiés de Nour Shams en Cisjordanie. En complément des efforts humanitaires, cet arrangement permet de la solidarité sur des questions techniques, comme la reconstruction des réseaux d'eau et d'électricité ébranlés par la guerre. On écoute le maire de la ville, Guillaume Robic. Comment est-ce que nous pouvons accompagner le camp de Nour Shams et sa population à reconstruire ce qui est de l'ordre de l'accès au réseau d'énergie et d'eau. Ça peut paraître comme ça très accessoire, mais aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'ensemble de ces infrastructures-là, elles ont été détruites, mises à mal, et que pour pouvoir reconstruire une vie citoyenne et une vie libre sur place, il faut avant tout que les villes qui ont l'habitude de travailler sur ces thématiques techniques s'engagent sur le long terme à accompagner justement cette population, à pouvoir reprendre la main sur l'ensemble de ces questions qui ont trait à la vie quotidienne des habitants. Je parle de l'accès à l'eau, à l'électricité, à la santé. Et de retour à Rennes, cette nuit, un violent incendie a détruit le bowling d'Alma, dans le sud de la capitale bretonne, sans faire de victimes. Une 60aine de sapeurs-pompiers ont combattu les flammes jusqu'au matin, mais on ne connaît pas pour le moment les raisons du sinistre. De retour en Centre-Bretagne, cela fait maintenant 1 mois que le médecin de Sker, dans le Finistère, s'est évaporé. L'homme de 59 ans ne s'est pas présenté le 18 décembre devant la cour d'assises du Finistère, où il était jugé pour viol et violence sur son ex-compagne. Dans la commune où il exerçait, les condamnations de l'homme, comme sa disparition, restent un sujet tabou. C'était un bon médecin, c'est tout. Il avait une patientèle de 2700 personnes, et puis ça s'arrête là. Oui, c'est une personne très bien. 18 décembre 2024, palais de justice de Quimper.
Antoine de Vulder, accusé de viol et de violence par son ex-compagne, est attendu devant la cour d'assises du Finistère. Mais ici, comme à son cabinet, à une quarantaine de kilomètres de là, personne. Le médecin de Sker s'est volatilisé. Si ma mémoire est bonne, j'ai dû essayer de le joindre, je pense, le 14 décembre. Et moi-même, je n'ai pas eu plus de chance, je suis tombé sur la messagerie. Et donc, je l'ai su comme la presse, le 18, comme quoi donc, le médecin n'était plus présent sur la commune, quoi. L'homme de 59 ans est condamné en son absence à 15 ans de réclusion criminelle. Il avait déjà été écroué en 2021 pour des faits similaires. C'est un médecin qui a été très marqué par ce passage, donc ces 23 mois de détention. Et ce qu'il a pu me lire de vive voix, c'est que pour lui, il ne retournerait pas en prison, quoi. À Sker, difficile d'évoquer l'affaire de Vulder. Tu rigoles ou quoi? Après, la vie privée des gens, il faut arrêter d'y rentrer parce que ça devient grave. Ah bah il y a peut-être eu des choses qu'il a fait. On ne sait pas, on n'était pas là. Donc si on n'est pas là, on ne peut pas dire après, il a fait ça. Plus que sa condamnation ou sa disparition, ce qui occupe les discussions, c'est de savoir qui va prendre sa suite. Et pour cause, à peine quelques jours après le procès, le seul autre généraliste de la commune a pris sa retraite, laissant Sker sans médecin. Donc on va peut-être même repousser des examens, médecins et tout ça, parce qu'on n'a pas envie d'aller ailleurs, quoi. On a envie de rester chez nous et de voir le médecin arriver. Mais bonne nouvelle pour la commune, une nouvelle médecin prend ses fonctions au mois de janvier à la maison médicale du bourg, prévue de longue date. L'ancien médecin, quant à lui, demeure introuvable. Et derrière l'affaire de ce médecin en fuite, c'est encore le manque de professionnels de santé qui ressort. À Plougasnou, alors que la commune n'a plus de généraliste depuis 1 an, 7 retraités ont dû renfiler leur blouse. 6 médecins et un dermatologue à la retraite assurent tous les matins de la semaine une permanence au centre municipal de santé. Un reportage d'Enora Lenôtre. 13-8. Cela faisait 9 ans que Michel Biette, médecin généraliste, était à la retraite. Des missions de bénévolat à Morlaix ces dernières années lui ont permis de conserver ses connaissances. Conscient de ses limites, il a tout de même accepté de reprendre du service pour pallier au manque de médecins à Plougasnou. Avant tout, c'est mieux que rien. Une population sans médecin, c'est très grave. À nous d'être lucides, et je crois que je suis lucide à peu près tous les jours. Ce qui ne m'empêche pas d'être faillible. La commune de Plougasnou n'a plus de médecins depuis décembre 2023. Alors la mairie a trouvé une solution, employer 6 médecins et un dermatologue à la retraite. Depuis ce lundi, ils assurent une permanence au centre municipal de santé de la ville et la salle d'attente ne désemplit pas. Et en plus, moi, j'admire les médecins qui sont, je pense, retraités à ce jour, qui reprennent un peu d'activité pour le bien des citoyens. C'est mieux que rien, mais au XXIe siècle, ça me paraît fou d'être arrivé à un résultat comme ça, de ne plus avoir de médecin. La solution est temporaire, 2 médecins devraient poser leurs valises à Plougasnou en septembre. Mais pour les habitants, il était urgent que les soins soient assurés dans la commune, car si certains ont été pris en charge par les médecins des communes voisines de Plouézoc et Longmeur, pour d'autres, la situation devenait critique. On a beaucoup de personnes âgées, on a plus de 30% de personnes qui ont des affections de longue durée, beaucoup de personnes qui se retrouvaient sans médecin traitant. On a une majorité de notre population aujourd'hui qui n'a toujours pas de médecin traitant. Donc il y avait un enjeu de santé publique dans la continuité des soins, les renouvellements d'ordonnances. Les médecins vont se relayer et seront 2 à assurer les consultations du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30. Le dermatologue, lui, sera présent de demi-journée par mois. Et depuis quelques temps, plusieurs initiatives fleurissent en Centre-Bretagne pour améliorer l'offre de soins. À l'image d'un jeune interne en psychiatrie, David Houdgoé, originaire de Toulouse, qui a décidé de s'installer à la fin de ses études à Plougarnével. Membre de l'association Hameaux de Santé, basée en Centre-Bretagne, qui entend développer une nouvelle offre de santé pour les habitants, il espère que son exemple pourra inspirer d'autres soignants. Mathilde Kemener l'a rencontré. Depuis que je suis arrivé, j'ai pu faire découvrir le Centre-Bretagne à des amis soignants, des amis médecins généralistes notamment, certains qui sont venus du sud de la France, d'autres du nord. Je crois qu'il y a un effet boule de neige qui peut être plutôt positif. Incarner des changements au niveau local et inspirer des gens localement sera peut-être plus intéressant et plus efficient que de vouloir partir en croisade ou en bataille contre des mastodontes institutionnels.
Et je pense que les changements, de plusieurs manières adaptées chaque fois aux besoins du territoire, peuvent après permettre de désemer et d'inspirer d'autres personnes. Et pour finir ce JT, on vous parle d'un père qui a sauvé son bébé de 4 jours. Pompier professionnel à Quimper, Damien Ledouaré a prodigué un massage cardiaque salvateur à sa fille Clara le 10 janvier dernier. Avec Noélie, la maman, il se confie au micro d'Yves Madec. Honnêtement, vu comment elle était colorée et réactive, non, si Damien n'avait pas été là, c'est sûr que Clara ne serait plus avec nous. Vers 18h30, du coup, après le retour de la maternité, Clara a fait une fausse route. Il s'avère qu'elle a aspiré un petit peu ses glaires. Donc du coup, il a fallu tenter une manœuvre de désobstruction en fait, pour libérer un petit peu tout ça. Donc ça a été des gestes de secours assez traumatisants en fait. Nous, on a tenté donc du coup les tapes dans le dos plus les compressions thoraciques. Ça n'a pas fonctionné, donc j'ai fait le choix de commencer une réanimation cardio-pulmonaire. C'est vrai que quand on est pompier, on redoute un petit peu d'intervenir sur nos proches, les personnes qu'on connaît. Et là, dans cette situation, à peine revenu de la maternité, c'est vrai que j'étais pas prêt du tout à les faire. Donc psychologiquement, ça a été très dur. À ce moment-là, je crois qu'il y a tellement d'émotions qui passent dans notre tête que c'est choquant, puis on n'a qu'une envie, c'est de la sauver, quoi. Donc en fait, Puis j'ai vu que Damien, il gérait tellement bien que franchement, je l'ai laissé faire et il était vraiment parfait sur tous ces gestes de secours. Oui, il lui a sauvé la vie et c'est bien pour ça aussi qu'elle est encore avec nous. Et je pense que Clara s'est peut-être aussi battue pour continuer à rendre heureux ses parents. Et cette édition touche à sa fin. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure pour un nouveau journal. Et d'ici là, bonne soirée.